Je suis actuellement dans le sanctuaire Kono Hashimangu qui se trouve dans Tokyo. Vous pouvez le voir, c'est un coin de verdure perdu en plein milieu des gratte-ciel. Un endroit vraiment magnifique. Et si je suis dans ce sanctuaire spécifiquement, si je me permets de faire cette vidéo-là, c'est pour quelque chose qu'on peut trouver à l'intérieur, là où sont exposées plusieurs pièces vraiment très intéressantes. On y va. Donc là, on est à l'intérieur d'une des pièces du sanctuaire où sont exposés plusieurs éléments vraiment très intéressants qui témoignent de différentes parties de l'histoire japonaise, des maquettes, des reproductions, mais également des pièces authentiques qui sont exposées sous vitrine. Et si j'ai choisi de vous parler de ce temple spécifiquement, c'est pour cet élément qui se trouve dans cette vitrine. Ça, c'est moi en octobre 2023 pendant mes vacances au Japon et comme je le dis, je visite le sanctuaire Kono Hashimangu proche du centre de Shibuya. Le Japon est un pays que j'ai toujours voulu visiter et c'est maintenant chose faite avec un ami de la fac de maths crypto. Durant mon exploration de la capitale du soleil levant, j'ai dit bonjour à Mewtwo et à Gundam, dépensé toutes mes économies en jeux vidéo rétro et visité de multiples parcs et temples dont le sanctuaire Kono Hashimangu. Un de ceux que je voulais absolument voir de mes propres yeux. Il n'est pas spécialement grand ou même différent des autres lieux de culte shintoïstes qu'on peut trouver aux alentours, mais c'est un des endroits où on peut encore admirer des sangaku. Sangaku, littéralement tablettes mathématiques, sont des planches en bois datant de l'ère Edo, entre le XVIIe et XIXe siècle, sur lesquelles sont gravés des résultats, conjectures et énigmes mathématiques, bien souvent géométriques. Ces objets sont vraiment très intéressants car en plus d'être des pièces témoignant du contexte historique particulier du Japon à l'ère Edo, un pays isolé du monde occidental sur tous les aspects, dont scientifiques, ça illustre aussi les méthodes pédagogiques de l'époque. Le but de ces tablettes était de diffuser le savoir et les nouvelles découvertes scientifiques à la population et ainsi d'instruire le plus grand nombre. C'est pourquoi ces planches étaient affichées dans les espaces publics et notamment les lieux de culte comme les temples. Les moines, qui étaient les érudits du pays et donc les mathématiciens, souhaitaient présenter leurs dernières découvertes géométriques, les théorèmes, etc. Mais les sangaku que je préfère et qui ont connu le plus de succès à l'époque sont celles qui sont présentées sous forme d'énigmes. La plupart des sangaku qui nous sont restés aujourd'hui proposent des problèmes de géométrie euclidienne, souvent à base d'égalité d'air et de disques imbriqués dans d'autres. La solution n'était pas indiquée sur la planche et l'objectif cherché était d'intriguer suffisamment les passants pour les faire cogiter. Je n'ai pas trouvé de source exacte, mais j'ai pu lire que certaines sangaku venaient par paire. Une énigme assez simple était affichée au début d'une allée et la solution était placée à l'autre bout du chemin. Le passant réfléchissait pendant le trajet et obtenait la solution à l'arrivée. C'est un peu comme si de nos jours des gens collaient des affiches avec des problèmes tout droit sortis de livres de maths en pleine rue. Et ça, c'est une pédagogie que je trouve très intéressante et qui fonctionne très bien sur moi. C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous présenter un exemple de problème géométrique inscrit sur un sangaku. Prenons un disque de rayon quelconque. Pour deux diamètres perpendiculaires, traçons 4 disques dont le centre se trouve au milieu de chaque rayon considéré, et de sorte que ces rayons soient les diamètres de ces disques. On obtient une sorte de rosace. Si on appelle cette partie de la figure la fleur et cette partie de la figure les lentilles, eh bien l'aire de la fleur est égale à l'aire des lentilles. Sympathique comme résultat, hein? Je vous invite à mettre pause et essayer de démontrer cela par vous-même. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre preuve ou même juste vos débuts d'idées. Vous êtes prêts? C'est parti pour la démonstration. Plutôt que de considérer la figure dans son ensemble, on va se concentrer uniquement sur un quart du grand disque et on va montrer que l'aire d'un pétale est la même que l'aire d'une lentille.
ce qui impliquera, si on quadruple le tout, l'aire des deux figures. Si on joue un peu avec les formes, l'aire de la lentille est égale à l'aire du quart de disque, moins l'aire du demi-disque vertical, moins l'aire de cette figure restante. Et cette figure restante, c'est l'aire du demi-disque horizontal moins l'aire du pétale. Et avec un peu d'algèbre, on tombe sur cette égalité. On peut arriver au même résultat en se disant que l'aire de la lentille, c'est l'aire du quart de disque auquel on a retiré les deux demi-disques, mais on a retiré une fois en trop le pétale, donc il faut compenser en l'ajoutant pour garder l'égalité. Les deux demi-disques ayant la même aire, je peux aussi écrire ça. Si on appelle R le rayon du quart de disque, l'aire de ce quart de disque est pi r carré sur 4. L'aire des deux demi-disques combinés est égale à l'aire d'un disque de rayon R sur 2, donc pi r sur 2 au carré, soit pi r carré sur 4. Donc en fait, le quart de disque a la même aire que les deux demi-disques combinés. Donc toute cette partie de l'égalité disparaît et c'est QFD. En fait, ce résultat de géométrie surprenant découle du fait que dans cette figure, l'aire du disque et l'aire du quart de disque sont égales. Mais cette démonstration, je l'ai faite à la sauce occidentale du XXIe siècle. Or, à travers les régions du monde et à travers l'histoire, les mathématiques se sont toujours pratiquées, mais de façon parfois complètement différente, sans pour autant être fausses ou moins puissantes. En Grèce antique, la géométrie euclidienne était pratiquée autrement que la façon dont on la formalise aujourd'hui. Et avec, les savants étaient capables de démontrer des théorèmes fondamentaux et d'en tirer des applications concrètes en matière d'ingénierie, d'économie, etc. Par exemple, l'idée d'associer une valeur numérique à tout type d'objet, c'est une vision très moderne de la géométrie. Ce carré, c'est un périmètre, il a une aire, ses côtés sont des longueurs et même ses sommets sont des coordonnées. On met de côté les figures et on utilise les valeurs numériques que l'on associe pour faire notre démonstration. Mais techniquement, avec le problème du Sangaku, je n'ai pas montré l'égalité des deux figures, j'ai montré l'égalité des deux valeurs numériques associées aux figures. Je n'ai même pas pu m'empêcher d'utiliser des symboles purement arithmétiques, plus, égal, et mélanger des nombres avec des figures. Quand Euclide démontrait le théorème de Pythagore, il ne disait pas que les valeurs des longueurs des côtés joints à l'angle droit d'un triangle rectangle que l'on multiplie par elles-mêmes et que l'on additionne donnent exactement la valeur numérique de la longueur du plus long côté multipliée par elle-même. Alors que c'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Pour lui, la base même du théorème de Pythagore, c'était que pour tout triangle rectangle, si on construit un carré sur chaque côté, les deux plus petits carrés prennent à eux deux autant de place que le plus grand. Et dans sa version de la démonstration, il n'est nullement question de nombre. Détail amusant, à l'époque, il était même plus commun de dessiner un triangle rectangle dans ce sens, hypoténuse vers le bas, plutôt qu'aujourd'hui où instinctivement on va placer l'angle droit en bas à gauche. Notre vision est influencée par le concept de plan cartésien et donc de numérisation des formes, contrairement à une vision plus physique, plus palpable de la géométrie. Si on considère un triangle comme un objet, eh bien il est plus logique de le mettre dans son sens le plus stable, posé sur son plus grand côté, pour ne pas qu'il tombe. J'ignore la démonstration exacte que les mathématiciens japonais avaient réalisée pour arriver au résultat du Sangaku que je vous ai présenté aujourd'hui. Nul doute que ça doit être une merveille d'ingéniosité mêlant logique formelle et figure artistique. Une énigme qu'ils me laissent à travers les siècles qui nous séparent, eux, de moi. Mais vous aussi, essayez de vous frotter à ces énigmes venues du soleil levant et surtout, n'hésitez pas à briller en société. À plus!